Analyse d'Andor saison 2, deuxième partie. Bonjour tout le monde, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous avons pu découvrir le deuxième arc de la saison 2 de la série Star Wars Andor, alors il est désormais temps d'en parler. Mais avant d'aller plus loin, revenons d'abord sur l'avis de la communauté concernant l'arc de la semaine dernière. Suite au sondage que je vous ai proposé, nous pouvons voir que vous êtes plus de 80% à l'avoir trouvé bon, un peu plus de 10% à l'avoir trouvé moyen, et seulement 5% à l'avoir trouvé mauvais. Ce qui le place donc assez haut dans la liste des épisodes de série Star Wars depuis que je vous propose des sondages. Attention tout de même, là il faut aussi prendre en compte le fait qu'on note pas seulement un épisode de manière individuelle, mais bien 3 épisodes qui forment un seul arc. Donc si la série est aussi progressive dans sa qualité que la saison 1, ça devrait être de bon augure pour la suite. Mais avant d'aller plus loin et de parler véritablement des épisodes de cette semaine, j'aimerais aussi revenir sur une grossière erreur d'interprétation que j'ai pu faire dans la première vidéo. Puisque dans celle-ci, je disais que le fermier à la fin avait collaboré et trahi Brasso, alors qu'en réalité, il est fort probable que ce soit Brasso qui feigne cette trahison justement pour essayer de protéger le fermier, et donc éviter que les impériaux ne lui retombent dessus ensuite. En prenant mes notes, j'ai dû louper l'échange de regards assez significatif entre les deux personnages, et heureusement vous avez été assez nombreux à me le signaler, et en revoyant l'épisode, c'est effectivement quelque chose qui paraissait assez clair. Donc voilà, mea culpa comme on dit. Mais bref, maintenant, parlons ensemble de ce deuxième chapitre, en commençant par une section sans spoiler. Que dire d'autre que Andor fait du Andor aujourd'hui ? Donc ceux qui aiment le style de la série vont apprécier et les autres vont certainement pas mal s'ennuyer. Même si une fois encore, j'ai de mon côté apprécié ce qu'on m'a montré. Mais je trouve quand même que le tout manque de véritables moments de progression dans ce qui nous est montré. Notamment quand on compare à la première saison où à la fin de chaque arc, on avait vraiment la sensation d'aller de l'avant, que ce qui s'était passé avait pu servir à quelque chose. Alors c'est marrant tout ça car c'est aussi un questionnement que la série met en avant. Est-ce que les actions de chaque résistant font véritablement avancer la cause ? Néanmoins, pour parler plus généralement, on a bien la sensation qu'il y a une progression, mais celle-ci vient plutôt des impériaux. Alors que pour ce qui concerne les rebelles, j'ai plus l'impression de les voir faire machine arrière qu'autre chose. Et je trouve que le problème vient peut-être du modèle mis en place par la série pour cette saison 2, où chaque série de 3 épisodes se passe sur quelques jours à peine, et il me semble qu'on a du mal à voir la véritable progression en aussi peu de temps, alors qu'on laisse quand même près d'1 an passer entre chaque semaine. Le problème donc qu'on peut avoir avec Andor, c'est que quand on parle d'une œuvre estampillée Star Wars, eh bien c'est le même problème qu'on peut avoir avec d'autres productions comme Boba Fett ou bien Obi-Wan, qui étaient des œuvres de leur côté trop enfantines, là où Andor est très adulte. Notez tout de même que j'ai dit très et pas trop. Mais le truc c'est que pour le très grand public, Star Wars c'est un mélange assez instable entre quelque chose d'enfantin et en même temps quelque chose de plus adulte. Par le passé, Lucas savait mixer les deux genres, parfois avec plus de finesse que d'autres, il faut l'avouer. Mais depuis la fin de la saga avec Star Wars 9, j'ai l'impression que Disney n'arrive pas à faire ce mix, à trouver cet équilibre. Ce qui fait qu'on penche assez souvent complètement d'un côté ou bien de l'autre. Je pense que c'est ce qui fait que certains ont du mal à voir du Star Wars dans cette série Andor, tout comme certains ont également pu avoir du mal avec le côté plus enfantin que pouvait avoir Skeleton Crew. Après, ici c'est le thème et le style choisi par le showrunner. Est-ce qu'il doit donc obligatoirement chercher à satisfaire le grand public ? Eh bien, c'est pas sûr, car tenter de faire ça, ce serait prendre le risque de dénaturer son œuvre, ce qui a fait bien du mal à la série Obi-Wan Kenobi si vous voulez mon avis. Au-delà de ça, cette deuxième saison de Andor cherche à nous montrer comment des gens normaux comme vous et moi, qui évoluent au milieu d'un monde qui les dépasse, dans un premier temps à cause du poids de l'Empire, mais aussi parce qu'il existe également un aspect fantastique, presque magique, avec la Force, les Jedi et surtout ici les Sith. Donc savoir en tant que spectateur que c'est à ça que nos héros font véritablement face derrière l'Empire, sans même qu'ils en aient vraiment conscience, je trouve que ça renforce vraiment leur courage et la force de leur détermination à mener ce combat. Là encore, c'est quelque chose que je trouve d'assez beau.
Et même si dans le même temps je comprends les déclarations du showrunner qui a dit que faire intervenir l'empereur Palpatine de façon directe, ça n'aurait pas trop de sens dans sa série, ce avec quoi je suis plutôt d'accord, je ne peux pas m'empêcher de me dire mais pourquoi Lucasfilm est aussi prudent avec certains personnages ? C'était déjà plus ou moins la même chose mais en pire avec la série The Bad Batch, où on voyait clairement l'empereur de temps en temps sans jamais qu'on nous dise ou nous montre clairement le pourquoi du comment. Tout ça pour rester vaguement mystérieux, mais au final c'était juste encore plus frustrant. Au-delà de ce problème avec des guillemets, je trouve malgré tout que ce nouvel arc a des sacrées qualités. Encore une fois, d'un point de vue technique, que ce soit dans les costumes ou les décors, j'en reviens pas de voir tous les environnements dans lesquels les personnages peuvent évoluer en réel. Que ce soit une place, des ruelles, des appartements, des cafés, de voir que tout ça a été construit, c'est vraiment bluffant. Et pour une fois, on peut le dire et on peut le constater que réellement de l'argent a été investi pour nous proposer quelque chose de visuellement riche et qualitatif. Donc voilà en gros pour mon avis sans spoiler, mais si vous le voulez bien, nous allons pouvoir dès maintenant passer aux détails. Déjà, la première chose troublante dans ces épisodes et qui m'a clairement choqué car je m'y attendais pas du tout, c'est de voir Cyril jouer un rôle qui lui permet d'entrer en contact avec la résistance locale des Gorman. Et il a bien failli m'avoir, j'ai bien cru que dans son désir et son souhait de bien faire son travail, il allait littéralement prendre la défense des locaux. Mais non, faut pas déconner, son amour de l'Empire n'a aucune limite, et on peut réellement s'en rendre compte d'à quel point il prend son pied à travers cette mission. Une opération qui doit d'ailleurs être à l'initiative de Dedra, mais on voit bien qu'elle de son côté ne voit pas vraiment les choses de la même manière, elle reste très professionnelle, et ne laisse pas trop transparaître ses émotions contrairement à son conjoint. C'est donc un autre point intéressant avec cette série qui nous montre les sources de la rébellion, du moins c'est comme ça qu'elle nous a été présentée au départ, mais là on remarque également comment l'Empire, donc l'oppresseur, participe activement à faire avancer la création de la révolte. C'est là où c'est donc assez ironique de voir que l'Empire fait peut-être plus pour créer une vraie révolution que les rebelles eux-mêmes. D'ailleurs, la série en profite au passage pour canoniser un élément du Legends en lien avec les Gorman, celui qui nous parle du grand Moff Tarkin qui aurait fait atterrir son vaisseau sur des manifestants, tuant au passage près de 500 personnes. C'est un événement qui, dans le Legends, est fondateur et est justement considéré comme le moment qui pousse Mon Mothma à agir. Ici, c'est donc seulement un moment qui est à la source du désir de révolte d'énormément de locaux. Des locaux qui d'ailleurs sont interprétés par tout un tas d'acteurs que le public français peut connaître. Moi personnellement, c'est surtout Richard Sammel que vous avez forcément déjà vu dans OSS 117 ou même peut-être Inglourious Bastard de Quentin Tarantino. C'est donc assez ironique de le voir ici en tant que chef de la résistance quand on connaît le CV du bonhomme et qu'il a plutôt eu tendance à jouer des rôles dans le camp opposé. Et puis j'ai envie de dire, quoi de mieux que de prendre des acteurs francophones pour jouer des résistants d'importance ? On peut être fier de notre pays dans ces conditions. D'ailleurs, tout le passage autour de leur mission, j'ai vraiment senti le parallèle qu'on peut faire avec toutes les histoires d'opérations secrètes de la résistance française. On peut clairement imaginer que les locaux font de leur mieux pour tenter de résister et qu'ils sont assistés dans leur croisade par des parachutistes disons anglais qui viendraient les former pour les aider à être plus efficaces dans leur méthode. Non, franchement, j'ai trouvé ça plutôt bon. Concernant une autre partie assez courte que j'ai énormément appréciée, c'est de voir à quel point Mon Mothma se démène pour tenter de faire avancer la cause politique des Gorman, notamment au Sénat. Mais la preuve que ce lieu ne sert désormais plus à grand chose, si ce n'est qu'à valider les nouvelles lois dictées par l'empereur, c'est que le représentant même de ce peuple opprimé que sont les Gorman n'ose même plus prendre le risque de s'opposer à Palpatine dans ce lieu pourtant parlementaire. J'ai d'ailleurs trouvé que la scène de l'investiture où on voit les sénateurs qui doivent prêter allégeance à l'Empire particulièrement forte et aussi absolument terrifiante. C'est d'ailleurs assez édifiant de voir que Mon Mothma n'arrive même pas à aller jusqu'au bout et décide de quitter les lieux avant la fin de la cérémonie. Je pense que ça veut tout dire la concernant. Tout cela permet d'ailleurs aussi à Luten et à sa camarade Kreia de se mettre sur le devant de la scène, un peu malgré eux, car ils ne sont pas loin de se faire repérer. On sent donc que l'étau se resserre autour d'eux, et que ça pourrait bien leur coûter très cher dans un avenir plus ou moins proche. Franchement, si vous avez pas serré les fesses à la fin de l'épisode 6, je sais pas comment vous avez fait. Mais c'est là aussi qu'on peut voir la magie de cette série, car elle a su créer tellement de personnages d'importance, qui sont tous, à l'exception de Cassian et de Mon Mothma,
en sursis. Et ça ne manque pas d'ailleurs, car on a le droit une nouvelle fois à une disparition tragique, même si personnellement je l'avais vu venir assez tôt. Mais je pense aussi qu'il faut s'y habituer car le nombre de morts va sans aucun doute grimper en flèche à partir de la semaine prochaine. Ah, et pour rester autour de leur passage, le débat sur les mots à employer entre Krennic et Mon Mothma était aussi vraiment savoureux. On sent toute la tension et les non-dits, et puis aussi vous n'aurez pas manqué de remarquer le petit caméo de Bail Organa, qui a pu vous surprendre à cause de son nouvel acteur, Benjamin Bratt, et cela n'est dû qu'au fait que l'interprète original, Jimmy Smith, n'était pas disponible. Alors j'imagine que son rôle va être bien plus important dans la suite, car j'ai du mal à croire que pour une scène aussi courte, il n'ait pas pu trouver le temps de venir faire un petit coucou en personne. Nous avons également le droit à un passage du côté des troupes de Saw Gerrera, la chose la plus intéressante à noter étant que sa base se situe alors sur Dakar, et que celle-ci ne nous est pas inconnue, puisque c'est depuis celle-ci qu'évolue la résistance dans les épisodes 7 et 8 de Star Wars. Pour le reste, il est marrant de constater la folie de Gerrera et d'à quel point il est différent de quelqu'un comme Luten, qui, comme on a pu le voir aujourd'hui, se méfie de la drogue que peut prendre Bix. On se doute qu'il a lui aussi pu y avoir recours au début de sa rébellion, mais qu'il est passé à autre chose ensuite pour garder l'esprit clair. Là où So, lui, il est en mode « sniffe-moi ça gamin, tu verras c'est de la bonne », et donc c'est forcément un peu marrant, même si on comprend tout de même toute la symbolique de se laisser aller pour être complètement dévoué à la cause et donc prêt à tout. On voit aussi encore une fois la paranoïa dont il peut faire preuve vis-à-vis de son ingénieur, mais que cette fois encore ses doutes sont justifiés. Néanmoins, ce ne sera pas toujours le cas, et quand il s'agira de démêler le vrai du faux, ça risque de devenir assez compliqué pour le guerrier Donderron. Enfin, le reste des épisodes est centré autour de Cassian que Luten envoie en mission, ce qui nous permet de voir à quel point Andor a évolué, qu'il peut prendre tout un tas de casquettes et jouer tout un tas de rôles différents, littéralement, qu'il peut être un aussi bon soldat qu'un agent spécial sous couverture. Toutefois, le cœur du sujet va surtout être mis sur Bix, toujours traumatisé, qui doit trouver un moyen de lutter contre ses angoisses, et qui va le trouver grâce à Cassian qui va lui permettre de mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière pour lui permettre de se venger de celui qui l'a torturé et de faire complètement sauter son bâtiment. Je trouve quand même que la chose a été faite assez facilement et surtout maintenant qu'on sait que les épisodes de la semaine prochaine se dérouleront un an plus tard, je suis assez dégoûté de savoir qu'on ne verra pas les répercussions directes de ce qui est, il faut le dire, un attentat réalisé au beau milieu de la capitale impériale. Néanmoins, on peut apprécier la jolie contre-plongée lors de la sortie de Bix, qui nous sous-entend certainement qu'elle ressort gagnante de ce combat qu'elle a mené, et qu'elle peut maintenant aller de l'avant et se dévouer complètement à la cause, et donc à la rébellion. Même si je vous avoue que j'ai quand même très peur pour elle dans le prochain épisode. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit dans les commentaires ou bien via le sondage que je publierai demain dans l'onglet communauté de la chaîne. Soyez donc au rendez-vous. Plus vous êtes nombreux à voter, plus il est facile de se faire une idée de la vie générale. Je vous invite également à partager la vidéo à vos amis et à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, que ce soit via le bouton rejoindre sur YouTube ou bien alors sur Tipeee. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et que la force soit avec vous, c'était Absolute, ciao.